Bonjour à tous. Sartre présente à travers sa pensée philosophique le groupe en fusion, et par ceci, il nous invite à penser ce passage de la forme négative à la forme positive de la classe sociale. Le groupe en fusion, combatif et novateur, est donc, d'une part, un ensemble que chacun doit unifier, et, d'autre part, un regroupement en cours, en acte, c'est un nous à l'état pratique. Quelles sont les conditions de passage du rassemblement au groupe? Il faut d'abord que l'intérêt en commun des individus soit assez fort pour qu'il se transforme en intérêt commun. L'interdépendance au groupe est découverte dans une cause qui lui est extérieure. Il peut s'agir d'autres groupes avec des intérêts différents, voire contradictoires. Tout groupe est une totalisation en cours, mais sa totalité est toujours hors de lui. Le groupe en fusion constitue le premier stade, le groupe qui naît en fusion et expérimente l'intégration. Il passe ensuite au groupe passion, celui-ci est dans une phase d'organisation, il prend des mesures pour survivre, par exemple en signant un engagement. Ce groupe est capable de s'organiser, d'instaurer ses propres contraintes, de différencier les rôles, mais il est sujet à retomber dans l'inertie à force de dicter des règles. Il peut devenir une fin en soi et non plus un moyen. Sa bureaucratie devient hyperfonctionnelle et peut le tuer. Le groupe institutionnel est sa troisième et dernière phase. Ce groupe a réussi à surmonter toutes les difficultés précédentes et peut faire face à toutes les difficultés. Il a survécu à sa phase d'organisation et se renouvelle constamment de façon créative à travers de nouvelles initiatives et actions. Comment agir en collectif, en groupe, quand la matière que nous travaillons se retourne contre chacun et nous fait dire « je n'ai pas voulu cela », alors que cet ensorcellement de la chose dont nous devenons esclaves est bien ce que nous avons fait en croyant poursuivre notre fin propre. On peut ici user en extension la catégorie de groupe en fusion pour penser ce passage de la forme négative à la forme positive de la classe sociale, étant donné la visée limitative de Sartre, ce qui sera valable pour un groupe le sera a fortiori pour une classe sociale. Mais il ne faut pas oublier que cette pensée est ici philosophique, elle s'effectue par des catégories dialectiques. Elle ne se substitue pas à des études empiriques indispensables, mais leur confère leur intelligibilité dans le cadre d'une anthropologie dialectique générale. Le premier moment de la constitution du groupe en fusion sur la base sérielle résulte d'une genèse interne et empirique d'une conscience relative de l'exploitation en période de crise. Il consiste en une réaction effervescente qui surgit de l'indignation partagée face à des praxis organisées. L'exemple de Sartre est celui de la contagion populaire qui aboutira à la prise de la Bastille. Chacun, par sa propre action, s'unit à la fuite de l'autre selon une modalité mimétique non organisée. Au cours de l'action, une ébauche d'unité se forme par opposition à un état de domination issu de groupes, déjà organisés, les milices, ou plus indirectement, d'un danger venant du pratico-inerte, famine, crise économique. C'est en ce sens qu'une unité sérielle par la matérialité ouvrée, le quartier, la recherche d'armes, qui rend possible leur unification positive. L'autodétermination synthétique du collectif en groupe est fréquemment la réintériorisation pratique, comme négation de l'unité constituée par l'autre praxis. Le groupe en fusion est le moment dialectique central qui relie un rassemblement sériel à son être de groupe organisé. Cet arrachement à la récurrence sérielle exprime bien le caractère pratique, à chaud et violent, d'une transformation qui ne peut que s'enclencher comme un processus relativement spontané, au sens de non réalisé d'après un projet finalisé et concerté, dans la mesure où elle est d'abord réaction. Les instruments sont situés dans le collectif même, ils ne sont pas injectés de l'extérieur. Il faut que la transformation s'effectue dans chaque individu agissant dans cette réaction, afin que celle-ci se transforme en action collective. Une nouvelle structure de réciprocité va dès lors caractériser les rapports entre les praxis individuelles et en changer le sens. Chacun va devenir, pour tout autre, le tiers médiateur unificateur.
Le tierce en question, c'est chacun et tout le monde, et l'unification vient toujours du tiers. Or, ce qui différencie l'intellectuel en vacances unissant par son regard extérieur deux travailleurs agricoles qui s'ignorent, séparés par un mur, l'intellectuel correspondant dans cet exemple au point de vue de la matière, d'un individu au sein d'un collectif en voie de dissoudre sa sérialité, c'est que celui-ci n'est pas extérieur au collectif, il constitue l'un de ses membres. Chaque individu, d'une manière tournante, devient tiers. Comme témoin impliqué, comme fuyard entre les fuyards, il constitue un tiers régulateur par lequel la réciprocité va passer de la forme antagoniste, abstraite, extérieure à la reconnaissance réciproque de soi dans l'autre et de l'autre en soi. Chaque individu est alors un autre moi-même qui, comme moi, fait exploser sa liberté en tentant de dépasser son aliénation. Sartre appelle cela la réciprocité médiée. Le groupe en fusion, selon lui, caractérise tout moment révolutionnaire. Chaque individu devient individu commun et reconnaît sa solidarité égalitaire et responsable avec et pour tous les autres. Cette dialectique intensifiée de l'un et du multiple s'enracine ici dans la perspective totalisante incarnée et réalisée par chacun dans une expérience de libération où l'ubiquité de la liberté se manifeste en chacun. Le groupe en fusion, combatif et novateur, est donc, d'une part, un ensemble que chacun doit unifier et, d'autre part, un regroupement en cours, en acte, c'est un « nous » à l'état pratique. À la Bastille est un mot d'ordre lancé par personne, non pas sans auteur, mais, bien au contraire, dont tout le monde est l'auteur. Pas d'hypersynthèse organique ou de simple juxtaposition entre le libre développement individuel et l'acte vivant d'autodétermination commune. L'immanence pure, en effet, supprimerait les organismes pratiques au profit d'un hyperorganisme. La transcendance pure, au contraire, émietterait la communauté pratique en molécules sans autre lien que ceux d'extériorité et nul ne se reconnaîtrait dans l'acte ou le signal que ferait tel ou tel individu atomisé. La praxis commune n'est pas en elle-même une simple amplification de la praxis d'un individu. Cette asymétrie dialectique entre la praxis individuelle et la praxis collective montre assez clairement maintenant que l'entreprise de Sartre est une déconstruction radicale du concept de sujet, totalement opposé à l'idée qu'un groupe puisse être un hyperorganisme sur le modèle anthropomorphique d'un sujet individuel. De tels groupes n'apparaissent comme des objets homogènes, dans lesquels la multiplicité des synthèses se résorberait comme par miracle que pour un spectateur extérieur et en surplomb, comme le voudrait l'objectivisme dogmatique. Voilà la nouvelle structure active de réciprocité. Chacun comme tiers unifie le groupe par sa transcendance à son égard et est unifié par d'autres tiers dans son immanence au groupe. La disparition de toute force révolutionnaire dans un groupe correspond dès lors au moment où tout tiers régulateur, toute réciprocité médiée ont disparu lorsque la réification s'est réintroduite dans le groupe. Ce qui est possible lorsque seule la coercition interne et externe réalise une intégration terreur, dépourvue de fraternité, des individus dans une praxis collective centralement et exclusivement unifiée par en haut, par la seule praxis du chef, celle de Staline et de ses fantômes, par exemple. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.